bienvenue à tous dans ce nouveau vidéocast. Alors aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Patrick. Patrick, bonjour. Bonjour, bonjour Jean-Romain. Comment vas-tu? Ça va très bien, je te remercie. Alors ça fait 3 mois qu'on essaye de se voir, qu'on essaie de savoir. On a un emploi du temps très chargé avec tous ces séminaires, donc je suis vraiment content qu'on ait réussi à trouver un moment pour pouvoir converser ensemble. Patrick, est-ce que tu peux présenter Patrick? Alors Patrick, je suis devenu chiropracteur parce que Patrick a eu des problèmes à l'adolescence de souffrance très importantes au niveau de la colonne vertébrale. J'avais une sciatique paralysante à l'âge de 17 ans, 16 ans. Et donc cette condition de souffrance a été l'occasion de pouvoir rencontrer un chiropracteur. Et après des galères de soins médicaux, kinés, enfin les gens faisaient ce qu'ils pouvaient, mais voilà. Qui t'a orienté vers ce chiropracteur? Qui c'est qui t'a orienté? Eh bien, c'était en fait, mon père était pâtissier et il avait un ami pâtissier qui avait eu des problèmes de colonne vertébrale très invalidants et handicapants. Et lui-même avait eu recours à un chiropracteur qui était Claude Illy à Genève. Okay. Et donc, il y avait un chiropracteur aussi à Lyon que lui n'avait pas vu, mais il disait Patrick, tu devrais aller voir ce chiropracteur. Donc, un bouche à oreille. Et donc, c'est comme ça que l'histoire a commencé. D'accord. J'ai eu des soins qui m'ont permis de guérir, peut-être pas de me sentir mieux tout de suite, mais en tous les cas de commencer à ressentir que quelque chose en moi se remettait à vivre, se remettait à guérir, à refonctionner. Vraiment, ça, c'est une sensation qui est profonde dans le corps et qui est pour moi inoubliable et qui m'accompagne depuis toujours, même si, comme tout à chacun, je peux avoir mes douleurs, etc. Ah, donc ça veut dire en fait que ça serait intéressant, c'est-à-dire d'aller voir le chiro et les douleurs ne sont pas parties directement. Tu as senti un processus de guérison peu à peu s'atténuer, ton corps changer, etc. Je me rappelle très bien qu'après la première séance, la première nuit, je m'en rappelle encore très bien, la première nuit a été horrible. C'est-à-dire que j'ai eu encore plus mal, j'avais une sciatique paralysante, mais un truc comme tu sais, une bande de chiens, une meute de chiens qui te mord tout le long de la jambe. C'est vraiment ça. Et la nuit qui a suivi la première séance, le premier ajustement, il ajustait Thompson, il ajustait Toggle, ce chiropracteur, Tony Wachter, et j'ai vécu la nuit infernale. J'ai eu très mal, et ça aussi je m'en rappelle. Et j'ai dit, plus jamais je n'y retourne, c'est pas possible. Ah ouais. Et en fait, le lendemain matin, quand j'ai commencé à poser les pieds par terre, il y avait quelque chose qui commençait à être différent. Et c'est quelque chose qui s'est produit petit à petit, qui a progressé. Et d'ailleurs, quand je lui ai expliqué à ce chiropracteur, je lui ai dit, bah voilà, j'ai eu très mal, c'était infernal. Il m'a dit, oui, mais justement, votre système nerveux se libère. Et ce qui se libère, c'est aussi ce qui est en souffrance. Et ce qui est en souffrance est en train de petit à petit se remettre en route. Et pour faire le lien, à la Sherman, on nous disait, si tu mets un élastique autour du doigt, donc on sait maintenant que j'ai gradué à Sherman College. Ah non, c'est vrai, il n'y a plus de suspense. Eh bien, si tu mets un élastique autour du doigt, tu vas avoir mal au début. Et au bout d'un moment, tu n'auras plus la sensation de douleur. Et au bout d'un moment, quand tu vas enlever l'élastique, la douleur va revenir. Et c'est un petit peu ça qui explique, c'est une image pour expliquer que effectivement, quand tu libères le système nerveux, quand tu libères l'énergie de vie qui a manqué à certains endroits de ton corps, eh bien oui, tu as mal. Bien oui, tu souffres. Et ça, il faut bien l'expliquer aux patients pour qu'ils comprennent que avoir mal, c'est pas forcément absolument négatif. C'est super intéressant l'exemple de l'exercice de l'élastique. Ça me rappelle en fait un ami qui s'appelle Thomas Mathéossian et qui faisait sa classe et qui distribuait au début de la classe un élastique à ses patients pour que les gens mettent en fait l'élastique autour du doigt. Et il faisait sa classe et justement il leur demandait de relever l'élastique et les gens ressentaient, ça lui permettait de pouvoir expliquer la chiropratie à travers ça. Donc c'est un super exemple d'élastique et c'est quelque chose de bien pratique qu'on peut utiliser facilement au cabinet. Alors, c'est de là que l'aventure chiropratique pour moi a commencé. Et donc, je suis parti aux États-Unis. J'avais
même pas, j'avais 20 ans, tout juste 20 ans quand je suis arrivé aux États-Unis, avec un billet aller simple en poche, parce que mon père m'a dit, voilà, ton aller. On verra que c'est pas fini, quoi, en gros. Mais c'était pas dit, mais c'était ça. Et donc, je suis arrivé à Sherman College of Straight Chiropractic, ça s'appelait Straight Chiropractic à ce moment-là. Il m'a fallu à peu près une semaine à 15 jours pour oser demander pourquoi il y avait marqué ce mot straight. Alors j'ai demandé ça à un Français, Christian Bonneterre, très bon copain, et qui pratique du côté de Saint-Jean-de-Luz et Fontarabie. Et on se connaissait à peine, et puis je lui disais, mais pourquoi il y a marqué Straight Chiropractic? Et là, Christian, à sa façon, à son style, me dit, alors ça, c'est toute une histoire. Pas su beaucoup plus. Et après, dans les semaines qui ont suivi, il y a eu un autre Français, parce que quand j'étais à Sherman, dans les années 77, 78, 79, 80, 81, etc., toutes ces années-là, il y a eu beaucoup de Français qui sont allés à Sherman faire les études de chiropracteur. Et il y avait Loïc Berthelot. Loïc Berthelot qui après a pratiqué à l'île de la Réunion et je crois que maintenant il doit être en Italie. Et Loïc a été celui qui m'a pris, il m'a dit viens à la maison, viens manger et on va parler de cette histoire de Straight Chiropractic. Donc, et là il a commencé à m'expliquer la philosophie chiro, que j'arrivais pas à comprendre parce que j'étais en cours, j'étais français, j'arrivais, j'avais un anglais. Un anglais de français. Et là, tu arrives en Caroline du Sud, Spartanburg, South Carolina, c'est vraiment l'Amérique profonde, et tu as les gens qui parlent une langue que tu te demandes où est l'anglais, quoi. C'est vrai qu'à chaque prof, on changeait. Un gars du New Jersey parlait pas pareil qu'un gars du Michigan ou que l'autre gars de Nouvelle-Zélande ou d'Australie, parce qu'il y avait c'était très multinational à Sherman. Et en fait, donc Loïc Berthelot, c'est lui qui m'a permis de commencer à comprendre cette philosophie chiropratique, les principes de base qui permettent à la chiropratique de trouver un sens. Le soin chiropratique a du sens, et ce sens-là, c'est la philosophie. Il n'y a rien d'ésotérique, il n'y a rien d'académique dans cette philosophie, sinon qu'elle reprend une philosophie qui est la philosophie de vie, qui sont les principes de vie. C'est un fait. Le cerveau, comme je disais à une petite fille de 8 ans à qui j'expliquais la chiropratique, je lui dis, tu sais à quoi il sert le cerveau? Elle me dit, il commande le corps. Voilà. Même une enfant de 8 ans le comprend. Malheureusement, des adultes ont oublié le bon sens, apparemment. Le cerveau commande le corps. Il faut que ce cerveau reçoive les informations et que les informations du cerveau parviennent de partout dans le corps. Après, bien sûr, c'est beaucoup plus complexe. Bien sûr, il faut chercher scientifiquement à essayer d'étayer toutes ces théories, cette philosophie des théories, ces principes de base qui permettent à la chiropratique, justement, d'avoir son sens. Alors, on peut donner plusieurs sens, peut-être plusieurs philosophies, mais cette philosophie que, en libérant le système nerveux, en cherchant à corriger ces dysfonctionnements en lien et associés avec ce qui se passe au niveau articulaire, au niveau musculaire, au niveau neuromusculo-squelettique, pour prendre un gros mot, hein, eh bien, pour que ces dérangements articulaires, puisque c'est comme ça qu'on veut les appeler, mais ce qu'on appelle quand même de partout dans le monde des subluxations, mais subluxations au sens chiropratique du terme, qui veut dire quoi? Qui veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas très bien au niveau du squelette, mais ce malfonctionnement, ce dysfonctionnement du squelette, ce dérangement du travail du squelette, il est en lien avec quelque chose qui vient perturber le système nerveux. La question c'est, est-ce que c'est le système nerveux déjà perturbé qui fait que ça se dérange? Oui, ça c'est une bonne question. Moi j'aime cette question. Et c'est ce que j'essaye toujours de rechercher. Mais le principe de la philosophie de la chiropratique, c'est le corps, il s'organise. Et c'est même pas de la philosophie chiropratique. Si vous lisez Canguilhem, Georges Canguilhem, c'est un médecin considéré comme un médecin philosophe. Il a écrit des bouquins qui sont fort intéressants, justement la capacité
que l'organisme a de s'auto-réguler, de s'auto-guérir, de s'auto-réparer. Quel est le but de l'organisme? Le but de l'organisme, c'est de pouvoir assurer la vie de cet organisme. L'organisme, il veut pouvoir conserver la vie coûte que coûte. Donc, c'est une intelligence quelque part. C'est une organisation intelligente qui permet au corps de s'auto-régir, de s'auto-gérer, de s'auto-réparer. Pour cela, une des conditions de ce fonctionnement, c'est que le système nerveux puisse être en communication le mieux possible, le plus possible, avec tous les organes, toutes les cellules du corps humain. Et à partir de là, la philosophie chiropratique, elle se calque sur cette philosophie qui n'est pas la philosophie finalement que chiropratique. Ce sont des principes de base, des théories qui permettent à la science de trouver une direction pour réfléchir. Et c'est quand Loïc qui t'a expliqué cette philosophie, ces principes chiro, que ça a révélé en toi quelque chose? Mais ça disons, me rappelle le moment où tu as vraiment, tu t'es dit, bah c'est bon, je suis dans la bonne voie, j'ai trouvé ma voie. Tu te rappelles de ce moment? pas vraiment. Je suis pas sûr que ce jour-là où Loïc m'a expliqué, je suis sorti avec plus de questions que de réponses finalement. Finalement, c'est une bonne chose. Quand tu sors d'une conversation, tu as plus de questions que de réponses. Parce que si tu as des réponses, il faut se méfier. Il y a certaines questions que tu as oubliées. Et c'est pas ce jour-là, en fait. Mais en tous les cas, j'avais du mal à comprendre comment j'avais pu, moi, avoir un soulagement de mes douleurs. Et qu'en fait, Loïc était en train de me dire, mais la chiropratique, elle n'est pas là pour traiter les douleurs. Et je disais, oui, mais quand même, les douleurs sont parties. En tous les cas, partie suffisamment pour que je puisse me sentir beaucoup mieux. En fait, j'ai une phrase que j'ai relevée d'un ami chiropracteur, Jimmy Jones, qui est chiropracteur au Michigan, Dr Jimmy Jones, on l'appelle, je veux dire. Et il est dans le Michigan et il était avec moi quand j'étais à Sherman, dans la même promo. On a fait toutes les années d'études ensemble. Et il n'y a pas longtemps, sur Facebook, il a posté un petit message pour ses patients. Et donc, je reçois ces messages. Et il a dit, en gros, je vais essayer de redire exactement, Chiropractic is not designed to make you instantly feel better, but chiropractic is designed to make you instantly heal better. Voilà. La chiropractique, elle n'est pas faite pour te faire sentir mieux, oui, si tu veux le traduire. Et la chiropractique n'est pas faite pour te faire sentir instantanément mieux, mais elle est faite pour vous faire guérir instantanément mieux. Moi aussi, c'est une grande phrase qui m'a beaucoup apporté. Quand je l'ai lu il y a 2 ans maintenant, ça a vraiment transformé la façon au corps de voir la chiro. Parce qu'en fait, on est tellement conditionné à penser que la chiro c'est fait pour traiter la douleur, qu'on rentre et qu'on entend cette phrase, comme tu viens de le dire, la chiro n'est pas faite pour traiter la douleur, qu'on ne comprend pas qu'est-ce qu'on vient faire dans ce métier alors, si c'est pas pour enlever la douleur des gens. Et puis tu me fais penser que quand on parle de douleur, on a du mal à savoir de quoi on parle. Parce que la représentation de la douleur que j'ai moi n'est pas la même que toi. Tout à l'heure, j'ai pris une métaphore pour parler de ma douleur. J'avais une meute de chien qui me mordait la jambe. J'ai une patiente qui allait voir un praticien une fois et qui lui dit à ce praticien, vous savez, j'ai mal au ventre, j'ai l'impression d'avoir avalé une pelote d'épingle. Et le praticien était un acupuncteur, donc c'est intéressant de dire ça, un acupuncteur. Et l'acupuncteur en question lui a dit, mais comment vous pouvez savoir ça? Est-ce que vous avez déjà avalé une pelote d'épingle? Alors je ne sais pas ce qu'il cherchait à lui dire, à cette dame. Mais bon, ça l'avait un petit peu choquée et elle avait du mal à se remettre de cette phrase qui avait l'impression qu'il se moquait d'elle. Mais je ne sais pas s'il le faisait ou s'il essayait d'être thérapeutique. Je ne saurais pas le dire. Ceci dit, la métaphore, c'est l'image, c'est la seule façon qu'on a vraiment d'exprimer sa douleur. Et personne ne peut ressentir la douleur de l'autre. Et la douleur, bien sûr, j'ai fait psycho. Alors, je parle peut-être un peu de moi, parce que j'ai fait chiropracteur, je suis sorti chiropracteur de Sherman en 1981,
1200. Je me suis mis à travailler, ouais, 2, 3 ans, quoi. Oui, voilà, ça commence à faire long. Mais j'ai l'impression, mais franchement, j'ai l'impression que c'était il y a 2, 3 ans, quoi. C'est, voilà. Comme disait un de mes patients, on n'est pas vieux, c'est simplement qu'on est jeune depuis plus longtemps que les autres. Très bon, très bon. Très bon. En 1980, je me suis mis la tête dans le guidon et j'ai commencé à faire de la chiro. Et puis, en parcours, j'ai rencontré un certain nombre de difficultés, mais aussi de choses formidables qui m'ont fait m'interroger beaucoup. Les choses difficiles, ça a été que j'ai eu un procès. J'ai été poursuivi pour exercice illégal de la médecine, puisque la chiropraxie était en France quelque chose qui était fait par les médecins. Et quand tu étais chiropracteur, eh bien on disait que tu faisais de la chiropraxie. Alors moi je me défendais de ça en disant je ne fais pas de la chiropraxie, je fais de la chiropratique. Bien qu'en 81, les gens de ma génération, dans les années 80, ils étaient tour à tour des praticiens qui faisaient de la chiropractie. Puis après, on a dit non, c'est de la non, c'est de la chiropractique. Et après, ça a été de la chiropractie. Puis après, ça a été de la chiropratique. Et maintenant, il faut qu'on appelle ça la chiropraxie. Alors, c'est compliqué, cette histoire. En 1953, il y a eu une réglementation, je ne sais pas si beaucoup la connaissent, qui disait que la chiropraxie, en France, devait être enseignée en université de médecine. Il y a une chaire de chiropraxie à l'université de médecine qui a été fondée en 1953. Je crois que c'est en mars même. Et en 1962, une autre réglementation a dit la chiropraxie, vous pouvez vérifier ça, tout ça, je ne pense pas me tromper. En 1962, il y a une autre réglementation qui disait la chiropraxie doit être pratiquée par les médecins seulement en France. Seule chose, entre 53 et 62, jamais eu de médecin qui a enseigné la chiropraxie à la médecine, à l'université de médecine. Et même aujourd'hui, je crois qu'il n'y a jamais eu personne qui a enseigné la chiropraxie en école de médecine. Et quand on a été, nous, poursuivis, dans les années 88, 12 ostéopathes et 4 chiropracteurs à Lyon, avoir été tous poursuivis pour exercice illégal de la médecine, parce que nous faisions de la thérapie manuelle. Et donc, moi, j'ai vécu ça très, très, très mal. Ça m'a ruiné financièrement, ça m'a ruiné psychologiquement. J'ai voulu abandonner de pratiquer ce métier. Et c'est pas tant le métier qui me posait problème, mais c'était l'encadrement professionnel. Je ne parle pas de gens qui dirigeaient la profession en France, je dis de la législation, du cadre réglementaire professionnel. Et j'avais beaucoup de questions parce que j'avais rencontré aussi des chiropracteurs. J'ai fait pendant 10 ans des allers-retours entre la France et les États-Unis, très très nombreux, parce que je faisais beaucoup de stages et de séminaires. Et parmi les séminaires que j'ai fait Network. Et j'ai fait à peu près 5 ou 6 gates pour ceux qui sont initiés à Network. J'ai fait 7 ou 8 séminaires de Network en 3 ou 4 années. Et j'étais à fond parti dans cette voie-là. Et ça m'a fait poser beaucoup, beaucoup de questions. Et donc, j'ai eu envie d'avoir un certain nombre de réponses. Et des questions que ça me posait, c'était le lien qu'il pouvait y avoir entre la douleur, justement, la souffrance physique, mais souvent reliée avec des aspects de l'émotion, de la petite enfance qui remontait, parce que c'est ce qui se passe avec des ajustements, avec des cadres de soins, ou Network par exemple, hein, on fait des ajustements assez répétitifs, on fait travailler les gens sur la respiration, tout ça, il y a plein de choses, mais il y a aussi d'autres techniques qui font ça. Je ne parle pas de chiropratique, il y a aussi d'autres techniques de développement personnel, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la respiration, la sophrologie, enfin je me suis intéressé à toutes ces choses-là, et donc je me disais, mais s'il y a des douleurs physiques, il y a des douleurs morales, et comment est-ce qu'on peut les mettre en lien ? Et puis, il y a eu un moment donné de ma vie où la psychothérapie a été dans ma vie et j'ai eu envie de comprendre un peu mieux les aspects psychologiques. Donc, je suis allé en fac de psychologie. Et j'ai fait 7 années de fac où j'ai validé un DEA, un DESS, tout en travaillant en tant que chiropracteur. Et bien là encore, je suis sorti de la fac, évidemment, avec beaucoup plus de questions que de réponses. Ça, c'était temps. Mais tout ça m'a permis de petit à petit construire un raisonnement
qui me dit que si on approche nos patients par le corps, c'est pas une machine uniquement, c'est aussi nos émotions, c'est aussi notre vie affective, et on peut avoir nos douleurs, on peut en avoir plein le dos, on peut avoir toutes ces métaphores, hein, on peut avoir les tripes nouées, on peut avoir plein la tête, on peut avoir toutes ces choses-là, hein, se faire du mauvais sang, se faire de la bile, etc., etc., et avoir toutes ces métaphores qui viennent finalement nous dire quelque chose de la souffrance, de la douleur en lien avec le corps et l'émotion. Je te laisse parler là, moi je suis dedans, je t'écoute, tu vois, je vois tes paroles plus comme la métaphore du corps. Et donc quand tu as été. Moi je voudrais juste qu'on revienne sur ce moment du procès, tu as eu ce procès, vous avez gagné le procès, qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été les résultats de ce procès? Ah, le procès. Ah, ça c'est une aventure. Alors, 12 ostéopathes. Pourquoi je voudrais aborder ce sujet? Parce qu'à l'heure actuelle, on est en 2016 et on a un cadre réglementé. En France, on peut travailler facilement et comme on veut, grâce au travail qu'ont réalisé les instances de chiropratique. Mais avant, c'est pas possible. Donc, justement, il faut qu'on soit aussi reconnaissant du travail qui a été fait, qu'on se rende compte dans quel cadre on peut travailler. Quelle était justement pour toi les difficultés du procès? Ça, c'est sûr qu'on a souvent tendance à se plaindre de ce qui ne va pas, mais il faut aussi se réjouir de ce qui va ou de ce qui va mieux. Et comme je dis, puisque je fais des cours à l'IFEC, d'ailleurs là, tu vois, je suis à Toulouse, j'ai fait cours, et c'est 2 étudiants qui sont hébergés pour que je puisse avoir une connexion qui m'effraie un petit peu avec le Skype. Donc, je trouve que c'est bien de faire ça d'ici. Et l'IFEC est une école qui a pour moi l'avantage de rester pour le moment, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va durer, mais en tous les cas qui est et qui s'est fondé grâce aux chiropracteurs et d'une manière quand même indépendante dans son fonctionnement, on va dire administratif. Hein. Et quand je dis aux étudiants, je raconte l'histoire du procès et je leur dis, la première chose, c'est ce qui m'est arrivé ne pourra pas vous arriver. Et c'est tant mieux. Parce que maintenant, avec la législation, vous avez le droit, vous, d'exercer la chiropratique ou la chiropraxie. Je dis toujours chiropratique, c'est vrai, ou chiropraxie. Mais vous aurez le droit d'exercer la chiropratique et on ne pourra pas vous poursuivre pour exercice illégal de la médecine, comme ça a été fait. Et ça, c'est la meilleure chose qui puisse être pour un chiropracteur en France. Maintenant, ce procès, il a mis... ce procès-là, parce qu'il y a eu plein de procès. Nous, on a eu ce procès à Lyon, ça a été un peu exemplaire ce procès. Hein. Mais il y a eu plein de chiropracteurs qui ont eu des procès. Et avant les années 80, hein, et avant tout ça. Et ces procès-là, ils dépendaient du bon vouloir du juge, ou peut-être des pressions que les juges pouvaient avoir sur ce qu'ils devaient rendre comme décision. Parce que de toute façon, d'entrée de jeu, en entrant dans le tribunal, on était déjà coupable, puisqu'on exerçait une profession qui était la chiropraxie, on exerçait un art, une pratique qui devait être fait par les médecins de toute façon, et nous n'étions pas médecins, donc forcément coupables. D'ailleurs, l'avocat de l'ordre des médecins de Lyon s'était porté partie civile pour nous poursuivre. C'est sur saisie de l'ordre des médecins du tribunal qu'on a été poursuivis. Eh bien, il ne s'est pas trompé. Il a eu une plaidoirie qui a duré à peu près 1 minute 30. Il a dit, voilà, selon l'article temps, la chiropraxie doit être pratiquée par des médecins. Les 12 ostéopathes et les 4 chiropracteurs ici sont tous non médecins, ils ne sont pas médecins, donc ils sont coupables. Et il s'est rassis. Et nous, on avait 4 avocats. Et les 4 avocats s'étaient partagé la plaidoirie. Et ils ont fait une plaidoirie de 3 heures. Et elle était chouette cette plaidoirie, parce que si tu veux, derrière les 12 ostéopathes et les 4 chiropracteurs que nous étions, il y avait
400 ou 500 patients derrière et l'association de patients qui soutenaient avec des banderoles dehors le tribunal. C'était vraiment un procès fort. Il y a encore des articles de journaux qu'on peut trouver. J'en ai quelques-uns d'ailleurs. Ah, d'accord, super. Et donc, il y avait tous ces gens qui voulaient soutenir ce qui s'est passé. Il y avait même Bernard Clavel, l'écrivain, qui était là, parce que lui, il avait été soigné par un chiropracteur, et un chiropracteur qui lui avait permis de retrouver l'usage de sa main. Il avait une crampe de l'écrivain, Bernard Clavel. C'est pas mal, hein. Et donc, c'est un procès qui a quand même été très bien défendu. On ne pouvait pas être mieux défendu que ça, c'est pas possible. Eh bien, l'issue du procès a été condamnation de chacun des praticiens, c'est-à-dire les 16, on a été tous condamnés à la même chose, à savoir à peu près 60 000 francs, voilà, ce serait 10 000 euros, mais peut-être il faudrait actualiser ça, peut-être 20 000 euros. Voilà, en 88, 10 000 euros, enfin, 60 000 francs, c'était certainement 20 ou 25 000 euros, chacun. Et dans des 60 000 francs, il y avait quand même 10 000 francs, chacun a donné en dommages et intérêts à l'ordre des médecins. Donc ça a été quand même, pour moi, ça a été très dur. Et l'issue du procès, elle a été ça, hein, c'est-à-dire qu'on a tous été condamnés. Et puis ma foi, on est retourné soigner nos patients quand même. Parce que voilà. Il y avait du travail à faire. C'est le paradoxe, quoi. C'est bien d'avoir ton témoignage, c'est très important d'avoir le témoignage des anciens qui ont passé sur cette site d'épreuve. Et si tu me permets, j'aimerais aborder une question, moi. Allez, vas-y, auto-pose-toi une question. Une question, tu vois, qui concerne l'histoire de l'ostéopathie de la chiropratique. Voilà. On était 12 ostéopathes, 4 chiropracteurs. On se connaissait tous plus ou moins, parce que voilà. Et il y a toujours cette guéguerre entre ostéopathes et chiropracteurs. Si on comprend ce que c'est que la chiropratique, et si on comprend un petit peu quand même ce que c'est que l'ostéopathie, on s'aperçoit que ce sont deux méthodes qui ont des points communs, certes, puisqu'il y a même des chiropracteurs qui étaient ostéopathes avant. Je ne nommerai pas M. Desjarnette. Il y avait aussi des gens comme moi, j'ai travaillé beaucoup avec Van Randt, qui a travaillé lui-même beaucoup avec Desjarnette, et ils ont travaillé beaucoup avec des ostéopathes. Donc ça, c'est des échanges qui se sont faits, qui ont nourri les techniques chiropratiques et les techniques ostéopathiques. Mais il y a quand même une différence dans l'identité profonde. Historiquement, l'ostéopathe, lui, s'occupe surtout du mouvement des fluides, si j'ai bien compris. Et je crois avoir pas trop mal compris, parce que j'ai un ami de tatami, je faisais beaucoup d'aïkido, qui était ostéopathe, et on échangeait beaucoup ensemble, et j'ai toujours cet ami d'ailleurs. Et la chiropratique, elle a quelque chose à offrir qui se situe autour de la compréhension du système nerveux et de ce lien qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, entre le fonctionnement articulaire, squelettique et le système nerveux. L'ostéopathie, elle travaille plus sur les fluides. Ceci dit, c'est vrai que les points communs se rejoignent. Mais ce qui compte, c'est pas tant la différence entre la chiropratique et l'ostéopathie, mais surtout la différence de l'approche de tel ou tel chiropracteur et de tel ou tel ostéopathe. On peut être dans le traitement de la douleur et le soulagement et la manipulation thérapeutique, et ça fait du bien aux gens, et pourquoi pas. Mais on peut être aussi dans une approche un peu plus globale, avec une compréhension de l'être plus globale, et justement essayer de rendre à l'individu, à la personne, à son organisme, un meilleur fonctionnement général, qui vient décupler, qui vient rétablir, plutôt que décupler d'ailleurs, rétablir les fonctions d'autogestion, d'auto-réparation du corps. Et plutôt que de se critiquer en disant oui, nous on a des décrets ceci, des décrets cela, tu peux comprendre ce que je pense moi des lois et des décrets. Alors les décrets aujourd'hui sont comme ça, demain ils sont peut-être pas pareils. Et je pense pas qu'il faille se situer sur ce niveau et cette rivalité. Je peux le dire ici parce que ceux qui vont regarder ces vidéos sont probablement beaucoup plus des professionnels et des praticiens de nos collègues. Ce que j'aimerais dire quand même, c'est que se mettre en rivalité les uns avec les autres, à mon avis, n'est pas constructif. Pour plusieurs raisons. La première,
c'est que beaucoup de patients, moi j'ai beaucoup de patients, quand ils viennent me voir, ils ont déjà vu un ostéopathe. Beaucoup peuvent être satisfaits de l'ostéopathe. S'ils sont insatisfaits, je ne vais pas critiquer. Jamais. Je pense que c'est une erreur de critiquer quel que soit le soin qui a été fait avant vous, avant nous. Parce que si on critique et qu'on dévalorise le travail d'un autre praticien, premièrement, qui sommes-nous pour faire ça? Déjà, ça manque d'humilité. La deuxième chose, c'est en dévalorisant le travail d'un autre praticien qu'un patient a été voir, on dévalorise le patient lui-même. Et là, on crée ce que j'appelle, c'est pas moi qui l'appelle, mais là, pour moi, on crée du nocebo, c'est-à-dire l'effet inverse de l'effet placebo. Et on crée chez le patient quelque chose d'un sentiment qui peut être jusqu'à la honte ou la culpabilité de ne pas avoir été capable de trouver le bon praticien. Et ça, il faut faire très attention. La deuxième chose, c'est que c'est pas constructif. Plutôt que de critiquer ce que font les autres, essayons de faire mieux nous-mêmes pour nous-mêmes de ce que nous savons faire. Et ça, c'est plutôt constructif. C'est comme ça qu'un patient qui dit « Ah ben j'aurais peut-être pas dû me faire opérer », moi je dis toujours « Écoutez, vous vous êtes fait opérer parce que à ce moment-là, c'était la solution qui vous était venue comme étant la meilleure. Et aujourd'hui, on va faire ce qu'on va du mieux que l'on peut pour rétablir dans votre corps ce fonctionnement au niveau de votre squelette, de votre système nerveux, de façon à ce que votre corps retrouve un équilibre, une façon de travailler qui soit meilleure et peut-être que vous vous sentiez mieux petit à petit. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, ça nous arrive à tous en cabinet, dans des patients qui sont allés voir d'autres praticiens qui sont ostéopathes, kiné ou chiro, qui n'ont pas eu de résultats, et qui viennent dans notre cabinet et qui ont des résultats. Et à chaque fois, je pense et je me dis, et je remercie les gens qui ont travaillé avec le corps du patient avant, parce qu'ils ont sûrement enlevé des interférences ou des barrières à la guérison, et moi j'ai été juste peut-être juste au moment pour enlever la dernière barrière qui était là. Qu'est-ce qui se passe au cas où? Il y a la batterie qui est faible. Ah, tu dois brancher, même un petit peu d'essence. C'est un petit pur là. Un petit peu d'essence. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas là pour critiquer, je suis d'accord avec toi, c'est pas du tout constructif de critiquer les autres. Vaut mieux mettre le patient qu'il soit capable justement de continuer sa guérison, le mettre dans un esprit positif, ou l'inspirer à continuer son processus. Tout à fait. Et comment, qu'est-ce que ça justement, ça t'a amené à des études de psychologie dans ton travail chiro? Qu'est-ce qui t'a changé dans ta manière de travailler ou ta façon de communiquer avec le patient? Alors, oui, ça c'était un tournant énorme finalement. Premièrement, il faut, pour faire court d'une histoire très longue et compliquée, essayer de faire simple. Quand j'ai vécu ce que j'ai vécu à travers les ajustements network, hein, je dirais qu'il y avait des carapaces en moi et que ces carapaces, elles ont craqué un peu trop vite à mon goût pour que je puisse justement gérer ce qui se passait. C'est comme ça que j'ai eu la chance aussi de rencontrer des gens qui m'ont pu m'aider à me reconstruire au niveau psychologique. Mais à me reconstruire pas parce que Network m'avait détruit, à me reconstruire parce que je n'avais pas été construit quelque part avant et que ça a été mis en exergue. Donc évidemment, là, c'était le travail le plus important. Après, la fac de psycho m'a permis d'aller essayer de réfléchir et de comprendre. Pourquoi un patient qui me dit « Ah, depuis que vous m'ajustez », alors j'étais beaucoup dans les radios, la thermographie, tu sais, toutes ces techniques autour des Chaillot, Pierce, Thompson, j'étais beaucoup là-dedans, en même temps que DNFT, Directional Force Technique de Van Ron. Et Network, tu l'avais laissé juste aux États-Unis, quoi. Tu l'as pas travaillé en France avec Network aussi? Ah mais si, après j'ai transformé carrément ma pratique en Network, 100%. J'étais pendant 4 ans en Network. Mais sans laisser tomber le reste, parce que finalement, si on réfléchit bien, dans Network, il y a aussi un condensé des bases d'autres techniques. Ouais. Ça m'a beaucoup inspiré, je me permets d'introduire là ceci, ça m'a beaucoup inspiré pour petit à petit construire moi-même une méthode.
dont je parlerai quelques minutes, c'est-à-dire cette méthode, je l'ai appelée méthode d'analyse interactive, ce qui a donné main Chiro, hein, parce que en fait, j'ai fait croiser des tests comme le test de Deerfield, hein, le test qu'utilise Thomson, qu'utilisait Pierce. C'est quoi, tu peux nous dire ce que c'est que ce test Le Deerfield leg check, c'est la functional short leg, c'est-à-dire que tu regardes quelle jambe et s'il y a une différence de longueur de jambe, et après tu fléchis les jambes à 90 degrés, tu vois si ça rallonge, et tu fais tourner la tête à droite ou à gauche, c'est le test cervical syndrome. Et j'ai fait une forme de... j'ai fait croiser des tests comme ça qui n'étaient pas faits pour être croisés avec la jambe réactive de Van Roomt, qui est un test réactif. Et Van Roomt a été parmi les premiers à mettre ça au point, c'est-à-dire que quand il palpait ses patients, il poussait sur les vertèbres, il avait vu qu'il y avait une jambe gauche courte par exemple, et une fois qu'il avait palpé assez fermement sur les vertèbres, il retournait se checker et il n'avait plus la jambe qui était courte. Et il s'est dit, je fais réagir quelque chose. Et c'est là que ça lui a donné l'idée de faire des challenges. Hein, et petit à petit aussi, il y a Goudard qui est venu avec le AK, qui fait des challenges au niveau musculaire. Et bien là, avec Van Roomt, on fait un mouvement spécial et ça fait réagir la jambe. Et moi, j'ai fait une corroboration de ces choses-là, j'ai fait croiser. Et petit à petit, je me suis aperçu qu'il y avait un système de séquence que je pouvais mettre au point. Et le système de séquence m'a été inspiré par les aspects des phases, Network ou NSA. Et ce système de séquence, qui n'est pas le système de phase, mais qui est un système qui permet de hiérarchiser sur la tension spino-méningée, crânio-spino-méningée, là où c'est le mieux d'intervenir aujourd'hui en premier. Le bassin, ou les têtes fémorales, ou les mâchoires, ou les cervicales, et après pour continuer par où. Et aussi de savoir quand je pouvais dire ma séance est finalisée. C'est-à-dire que le corps a quelque chose d'une harmonie. Hein, il y a un moment donné où quand tu accordes un piano, il n'est peut-être pas 100% parfait, mais il y a un moment donné où il sonne juste et tu le laisses sonner juste. Et après, le corps, c'est pareil. On lui donne ses impulsions, le système nerveux reçoit ses informations, et il y a un moment donné où il faut savoir quand il ne faut pas, où il ne faut plus, ou arrêter d'intervenir. Parce que sinon, on vient saturer, et le système nerveux va commencer à rejeter ça. Tout à fait d'accord. C'est comme il faut. Alors, pour revenir à la fac de psycho, ce qui m'a interrogé, c'est surtout le fait que des patients me disaient, depuis que je viens vous voir, j'ai plus mal. Alors, comme j'étais très radio, très courbe cervicale, équilibre du bassin, et tout ça, je disais, bah tiens, on va aller faire une radio de contrôle. J'avais un radiologue formidable à cette époque-là, qui a travaillé à 200 mètres d'où je travaillais, et qui me faisait les radios que je voulais, quand je voulais, c'était fabuleux. On avait formé son manipulateur pour qu'il fasse les radios comme il faut, en plus, c'était fabuleux. Et le patient revenait content de ne plus avoir mal, et moi je disais, voilà, on va voir des différences, sa colonne, elle va être super, quoi. Mais merde, c'est toujours déséquilibré. Il y a toujours l'atlas qui est dévié, tu te dis, mais comment ça se fait? Je l'ai ajusté, il est bien, et ça marche pas. Bon. Ou bien alors d'autres fois, c'était l'inverse, c'est-à-dire tu as un patient qui dit, ou une patiente qui dit, je me rappelle d'une dame particulièrement, elle me dit, ah bah ça va pas du tout, je vais pas mieux, ça s'améliore pas, et j'avais ajusté, je faisais attention à tout ça, mes critères, je suis assez obsessionnel, et je suis très méticuleux là-dessus, perfectionniste quoi, et je dis, bah je comprends pas, on va refaire des radios. Et à ce moment-là, elle revient avec ses radios, et tu vois une belle courbe, un bassin bien équilibré. Je dis, c'est pas possible, je comprends rien. T'as presque envie de dire à la patiente, mais non, vous n'avez plus mal, c'est pas possible. Et non, ça marchait pas comme ça. Parce que l'être humain, c'est plus compliqué. Et c'est là où la notion de souffrance, de douleur, d'émotion, de comment est-ce que je peux auto-guérir et ressentir que je suis en train de guérir, voilà, c'est tout ça le problème. Et j'ai été en fac de psycho pour essayer de comprendre ça. Et en même temps, j'avais aussi des difficultés dans la relation avec les patients. Si aujourd'hui j'arrive à bien être en relation avec mes patients, je crois quand même, il y a eu un moment donné où ça me débordait trop. Ou bien alors, tu sais... Tu t'impliquais trop émotionnellement avec eux? Et voilà, le problème c'est ça. Il y a un moment donné où tu deviens défensif.
Et puis si tu t'appliques pas assez, eh ben ça marche pas non plus. Enfin, j'imagine que nous connaissons tous ça en tant que praticiens. Ouais. Et la difficulté, c'est d'arriver à trouver ce qu'on appelle en psychologie la bonne distance. Mais ça, c'est pas un truc où tu as la bonne distance et puis tu sais, c'est comme il y a des petits. Tu sais, sur la route, Un petit voyant vert qui s'allume, c'est bon, bonne vie. voilà. Et des petits triangles, t'as deux triangles avec le véhicule devant, tout va bien. Ben là, c'est pas si simple parce que la distance, elle se réduit, elle s'agrandit et il y a besoin toujours d'être dans cette dynamique. Et j'ai travaillé beaucoup à la fac de psycho autour de tout ça. J'ai travaillé beaucoup autour de la douleur qui prend corps, la douleur corporelle, la douleur du dos. Et c'est marrant parce que je parlais dans mes mémoires, je me rappelle en maîtrise, mémoire de maîtrise, j'ai présenté un jury, il y avait 2 psychanalystes qui étaient présents, et il y en a une qui me posait des questions, et j'avais parlé de subluxation vertébrale, et j'avais parlé de tout ça dans mon mémoire, et elle m'a dit, cette dame, elle m'a dit, et maintenant que vous avez fait votre maîtrise, vous allez faire quoi? Je dis, bah, je vais retourner parce que j'en ai marre, là, les études, c'est un peu difficile, et puis je crois que finalement, c'est le métier de chiropracteur que je vais reprendre, et que j'ai jamais arrêté, mais je vais peut-être... Elle me dit, non, il faudrait que vous poursuiviez cette recherche. Je dis, ah bon? Elle me dit oui, parce que moi, ça faisait des mois que j'avais une patiente sur mon divan qui se plaignait de maux de dos. Et une fois que j'ai lu votre mémoire, j'ai pu comprendre quelque chose d'elle au niveau corporel que je n'arrivais pas à comprendre. Et ça m'a aidé dans mon travail. Et je me suis dit, c'est quoi ça? Une moque de moi ou est-ce que vraiment c'est la... Bon, alors, j'ai eu, je crois, 16 sur 20 en mémoire de maîtrise. J'ai dit, ça fait pas. Un peu plus quand même. Donc, j'ai fait un DEA et après un DESS, si tu veux, j'ai continué sur cette pause. C'était quoi le sujet de ta maîtrise? Là, tu me laisses un petit peu avec l'eau à la bouche. Alors, le sujet de maîtrise, ça fait peur quand même, parce que c'était la douleur vertébrale à l'articulation, de la psychosomatique et de l'hystérie de conversion. Ouais, bon, alors, tu vois, c'est pas si ça dit. Pour le titre, je t'aurais déjà mis 17. Voilà. Donc, juste pour le titre. Je t'avais dit que ça ferait peur. Et qu'est-ce que justement tu t'es abordé, comme c'est intéressant ça, qu'est-ce que tu as abordé justement dans cette maîtrise, si tu t'en souviens, qui a permis à cette psychothérapeute de prendre conscience du dialogue entre le corps de son patient et... Parce qu'en fait, on a la tendance, d'un côté, tu as les psychologues qui soignent, on va dire, la tête, puis de l'autre côté, tu as les médecins qui soignent le corps, quoi. Hein, ou les chiros, ou les ostéos, les kinés. Voilà. Alors, tu as les thérapeutes, on va dire. Du corps. Les thérapeutes, oui, du corps et les autres de l'esprit, quoi. Et les deux n'arrivent pas à se rejoindre quelque part, parce que justement, on fait une dichotomie dans les théorisations et tout ça. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand un patient vient te voir, toi, chiropracteur, il vient pas pour que tu lui soignes la tête, entre guillemets. Mais ça, c'est de son intention, de se faire soigner que le corps. Mais en lui, quelque part, il y a quelque chose qui dit, il faut que j'aille mieux dans ma vie, quand même. Alors, je me perds un peu là parce que c'est très compliqué, cette histoire. Mais quand tu as des pensées, quand j'ai des pensées, quand nous pensons, là on parle, on pense. Nos cerveaux fabriquent des tas de substances chimiques. Quand je suis en train de parler, quand nous sommes en train d'échanger, d'être en relation, nous fabriquons non seulement des substances chimiques pour pouvoir fabriquer des mots, du langage, articuler, pour que nos mâchoires fonctionnent, nos muscles se mettent en mouvement. Ça, oui, d'accord, on peut le comprendre. Mais en même temps, il y a tout un cerveau reptilien derrière, le système limbique, l'amygdale, l'hippocampe, l'hypophyse, toutes ces glandes derrière qui travaillent en amont, qui vont chercher les nutriments, donc on va manger le repas, tout ça, et ça circule. Et en même temps, on fabrique aussi des substances qui ont à voir avec les émotions. Si on est en stress, c'est plus de cortisol. Si on est bien heureux, c'est plus de sérotonine, etc., etc. Et ça va ensemble partout. Donc, quand on a des pensées ou quand on a des humeurs dépressives, quand on est mal dans sa peau, quand on est anxieux, eh bien on fabrique physiquement, physiologiquement, on change. Et à ce moment-là, ça change notre corps, tout notre organisme. Donc c'est ça que j'ai petit à petit découvert
avec les théories. Bien sûr, tout ça, scientifiquement, comment le démontrer? C'est très dur, parce que c'est tellement complexe. C'est comme l'exploration de l'univers, comme dit Hubert Reeves, astrophysicien fabuleux, ce monsieur. J'ai rencontré une fois, c'est un petit bonhomme, mais incroyable, d'une modestie, d'une humilité, mais en même temps d'une intelligence, et qui te dit, moi, mon plus grand regret dans la vie, c'est que on va faire des grandes découvertes sur l'univers, peut-être dans les 100, 200, 500, 1000 ans qui vont suivre, et on ne sera pas là pour le savoir. Et en fait, c'est ça. Je le dis aux étudiants, ça, je dis, dans 200 ou dans 300 ans, les Chiro, avec ce qu'ils sauront, quand ils regarderont ce qu'on fait nous aujourd'hui, nous qui croyons savoir quelque chose, ils vont rigoler. C'est sûr, c'est sûr. Ah, j'aimerais que quelque part, tu sais, c'est Arthur Rubinstein qui était un grand pianiste, et Jacques Chancel lui demande, est-ce que vous croyez au paradis, Arthur Rubinstein? Et il dit, non, mais il dit, ce serait une bonne surprise. Alors, si on pouvait être dans un coin de l'univers et puis pouvoir voir ce qui se passe dans quelques centaines d'années, ce serait fabuleux, quoi. C'est une belle phrase, c'est une belle phrase. Si tu veux, la fac de psycho, ça m'a aidé à construire ce lien qui existe entre justement la psyché, hein, le psychisme qui est le reflet de l'âme, qui est le reflet de la personne, la personnalité, hein, et qui physiologiquement travaille le corps. Et le corps, lui, physiologiquement, quand il change, et quand le corps aussi est malade, eh bien, il peut te rendre aussi dans une humeur difficile. Donc les deux sont liés. D'ailleurs, les médecines chinoises, j'y connais rien, malheureusement, je suis ignare là-dedans. Mais le peu que j'entends, les médecines chinoises font appel à ça. Médecine de la tradition, médecine ancestrale qui se transmettent et qui disent que, bah oui, ton foie, c'est ceci, ton rein marche avec aussi ta pensée, etc., etc. Et les deux sont interconnectés, interliés. Et si on rationalise autant, c'est justement à cause de notre ignorance, si on veut bien. Donc, dans la pratique de tous les jours, dans la pratique avec mes patients, je dirais que ça m'a apporté beaucoup. Et je suis heureux, là, aujourd'hui, de pouvoir ramener ça dans l'école de chiropratique, de chiropraxie. Toulouse et Ivry, j'y vais toutes les 6 semaines à peu près, et je donne des cours sur l'élaboration de la relation avec le patient. Ça, c'est pas rien. Et puis je donne des cours aussi sur, alors là aussi c'est un titre qui fait peur, la biopsychosociologie des troubles musculo-squelettiques. Enfin, mais là aussi, c'est voir que dans les troubles musculo-squelettiques, il y a toute une dimension de la souffrance qui n'est pas que dans le fait que tu tiens une souris et que tu la serres trop fort. Peut-être que tu la serres trop fort aussi parce que derrière toi, tu as un patron sur le dos qui te harcèle. Voilà. Dans la relation patient-praticien, quelles sont les erreurs que tu vois le plus souvent? Ah ben, j'aimerais voir les miennes surtout, le plus souvent possible. Ou quelles sont les erreurs que tu as vues en toi et que tu as corrigées au fur et à mesure? Oui. Ah là là, c'est une vaste question, hein, c'est difficile, il y en a tellement. Les trois, le top 3. Top 3. Une très grosse erreur que j'ai fait une fois, c'est avec un monsieur que je soignais, qui avait des vertiges, qui avait certains symptômes. Et c'est vrai que c'était une période où je prenais pas le temps suffisant d'écouter. Et surtout, écouter c'est une chose, mais Léonard Vinci disait, écouter oui, mais les gens écoutent mais ne savent pas entendre. Mais pour entendre, il faut écouter quand même. Et ce monsieur me disait qu'il avait des vertiges, il avait des vertiges, bon, il avait des vertiges. Moi, j'étais dans mes subluxations, j'allais chercher mes subluxations, et je l'ajustais. Et sans prendre suffisamment de temps, et je n'ai pas entendu, et j'ai plus vu le patient pendant quelques temps, et un jour, il revient me voir. Et il me dit, je reviens vous voir, et je viens vous dire que je ne suis pas content du tout. Parce qu'il y a quelques mois, vous m'avez soigné, j'avais des vertiges, et finalement, j'ai consulté et il se trouve que on a détecté que j'avais un anévrisme et que c'est à cause de ça que j'avais des vertiges. Et il me dit donc, vous voyez, ça m'a fait perdre confiance en la chiropratique. Et c'était quelqu'un qui venait depuis des années et qui m'avait envoyé beaucoup de patients.
Et je lui dis, monsieur, c'est pas la chiropratie qu'il faut remettre en question, c'est le chiropracteur que vous avez devant vous. C'est moi. J'ai pas su vous écouter, vous entendre. Et je vous remercie d'être venu me le dire parce que là, vous me faites prendre conscience d'une attitude qu'il faut que je corrige parce que j'ai pas su vous écouter, j'ai pas su vous entendre comme il faut. Je dis, je vous remercie vraiment d'être venu me voir. Et je dis ça avec beaucoup de sincérité parce que, tu vois, ça fait quand même Non, mais c'est très important comme plus de témoignage. 20 ans qu'il m'a dit ça. Voilà. 25 ans, oui. Et là, aujourd'hui encore, tu vois, je t'en parle quand tu me demandes. Voilà. Les autres erreurs, c'est quelquefois une personne qui te fait une confidence. Une confidence qui peut être intime, tu vois. Et d'être gêné par la confidence et de botter un peu en touche. Et à ce moment-là, si tu as une écoute flottante sur quelque chose qui peut te déranger, ou quelque chose qui peut nous déranger, ou qui peut me déranger, toujours me dire, aïe, oula, ça me dérange. Bon, alors attends, je m'assois un peu plus en arrière dans mon fauteuil, ou je m'accoute contre mon meuble à côté de ma table de chiro, et je respire un peu, et j'attends que cette émotion-là qui me submerge relâche un peu, et je laisse la personne continuer à parler éventuellement. Et puis la troisième, tu vois, c'est bien, ça m'inspire, je viens avec... Super, mais franchement, c'est vraiment, je te dis merci pour ce que tu es en train de réaliser. Je t'en prie, je t'en prie. Avec plaisir, merci de me donner cette opportunité. Et la troisième, c'est euh, quand la personne, par exemple, j'entends ça quelquefois d'étudiants ou d'étudiantes, pardon, pas de cliniciens, d'internes, tu vois, qui sont débutants. Oui, l'autre jour, j'ai une dame, elle s'est mise à pleurer. Et qu'est-ce qu'on fait quand le patient pleure, par exemple? Eh bien, j'ai envie de dire ce qu'il ne faut pas faire déjà. C'est de dire, taper sur l'épaule puis dire, vous en faites pas, tout va bien aller. Ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Et puis après tout, pas dire, non, mais vous en faites pas. Et vous la rassurer et materner, ça avance souvent à rien. La meilleure chose à faire quand quelqu'un s'effondre, parce que ça arrive quand même souvent, moi ça m'arrive souvent, des gens voilà, qui vont pas bien, c'est déjà de dire, ou de rien dire déjà. On peut tendre la patte de mouchoir, on peut proposer et respecter cette douleur qui est là. En fait, finalement, c'est ça. Nous, chiropracteurs, on n'est pas là pour traiter ou enlever la douleur, si on veut bien. Pas personnellement, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense aussi. Oui, mais ça n'empêche pas, et c'est peut-être ce que j'avais pas fait comme il faut avec ce monsieur, c'est de respecter, justement, qu'il peut y avoir une douleur quelque part, et qu'au moment donné où la personne nous fait ce cadeau de nous faire suffisamment confiance pour que cette douleur s'exprime, sorte d'elle à ce moment-là, eh bien on l'accueille avec simplement une attitude de respect. On n'est pas obligé d'apporter une réponse à ça. D'ailleurs, franchement, est-ce qu'on en a? C'est ça surtout. On a. Est-ce qu'on en a? Non, je suis d'accord avec toi. Il faut savoir être assez humble, comme tu viens de nous démontrer, pour pouvoir. L'humilité et l'humilité. Et c'est la meilleure manière de prendre en charge le patient. Parce qu'ils le sentent. Ils le sentent si tu es là ou si tu n'es pas là. Et à la fin de la journée, ça fait toute la différence. Et Ouais. tu le sens si tu n'es pas là, que tu n'es pas présent avec tes patients, que tu les écoutes à moitié, que tu fais juste de l'ajustement. À la fin de la journée, il manque quelque chose quand même. Alors, pas pour autant, moi personnellement, j'aime pas laisser les patients raconter leurs histoires, parce que ça les ancre dans leur histoire, trop. Mais il faut trouver le juste équilibre, comme avec les relations patients, pour qu'ils puissent te donner leur histoire, pour que toi, tu puisses avoir des éléments pour pouvoir poser au mieux un diagnostic, entre guillemets, ou pouvoir au mieux orienter le patient vers un autre praticien ou façon de travailler. Oui, et c'est pareil, on va me dire, oui, toi, t'es psy aussi, alors les gens, tu sais... Non, non, quand je travaille, je suis chiropracteur, je suis pas psy. Et en plus de ça, il n'y a pas marqué psychologue sur ma plaque. Les gens ne viennent pas me voir un psy. Mais si on n'a pas fait cette formation de psy, ou si on n'a pas été guidé par un psychothérapeute pour nettoyer des choses en soi, on peut le faire aussi soi-même dans sa vie. Mais en même temps, le cadre de soins, le cadre, la façon dont on dit bonjour aux gens, dont on les accueille,
la façon dont on les reçoit, la façon dont on les accompagne pour justement qu'ils s'allongent sur la table, etc. Tout ça, c'est ça qui permet aussi une relation thérapeutique positive. Et comme je disais tout à l'heure, pas critiquer les autres. Mettre l'accent sur ce qu'on fait soi, plutôt que de parler de ce qu'on font les autres, de parler de ce qu'on peut faire nous. Qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que chiropracteur? J'ai toujours ça. Moi, en tant que chiropracteur, voilà ce que je peux vous proposer. Oui, mais j'ai vu un autre chiropracteur, lui, quand j'avais mal en bas du dos, il me faisait craquer le bas du dos et ça se décoinçait, ça allait mieux. Et je dis, c'est bien, tant mieux. Alors moi, j'ai une autre proposition en tant que chiropracteur, parce que la chiropractique, elle a plusieurs facettes. On peut aussi l'utiliser de diverses façons. Et moi, je peux vous proposer de regarder à plusieurs niveaux de votre système nerveux. Et quand les gens sont d'accord, eh ben on le fait. Mais s'ils préfèrent avoir un résultat entre guillemets plus rapide, je sais pas, feel better, hein, s'ils veulent se sentir mieux plus rapidement, quelquefois ils vont voir un autre praticien. Alors dans la région où je suis, moi c'est Bourg-en-Bresse. Alors question chiropracteur, il n'y a pas, il y a pas pléthore, hein, mais du point de vue des ostéopathes, il y a beaucoup. Et moi j'ai des gens qui me disent, bah, Monsieur Sermet, la dernière fois, je vous ai appelé, vous n'avez pas pu me recevoir tout de suite, alors comme j'avais mal, je suis allé voir un ostéopathe. Je dis oui, et puis alors, ça vous a fait du bien? Ah bah oui, ça m'a débloqué. Ah bah je dis, bah tant mieux, ça c'est une bonne chose. Oui, mais je préfère venir vous voir parce que je sais que vous allez chercher. Voilà. Donc les gens, ils comprennent aussi que tel chiropracteur propose ceci. Parfait. Tel autre propose ceci, mais propose aussi cela ou pas. Si ça leur convient, ça leur convient. C'est quand même pas nous qui pouvons diriger la vie des gens, c'est à eux-mêmes. Et d'ailleurs, si les gens ont une capacité à prendre la responsabilité pour eux-mêmes dans le soin, eh bien à ce moment-là, leur système nerveux fonctionne mieux. Comme je disais tout à l'heure, le cerveau fabrique de meilleures substances. Tout à fait. Le processus d'installation est beaucoup plus fort parce que la personne est impliquée dans son propre processus. Absolument. La personne devient non pas patient, mais actant dans son soin. Acteur du soin. Ouais, je dis actant pour essayer de trouver et tout ça, lorsque tu donnes des séminaires, parce que tu donnes, je sais pas quand le prochain séminaire que tu vas donner, et où? Alors le prochain séminaire que je propose, c'est à Gentilly, c'est région parisienne, en plein centre de Paris. C'est pas le centre parce que je fais attention. Paris, voilà, Gentilly. Si on veut des informations, on peut me contacter. Et en fait, c'est le séminaire de base et il y a un séminaire advanced. Donc le séminaire basique, c'est 14-15 mai. Ah, week-end de Pentecôte, d'accord. Ben, il y a le lundi pour se reposer si on a fait le séminaire. Il dure 2 jours, enfin 12 heures de formation. Hein, et c'est la basique. Et après, il y a justement, que c'est de la technique et du hands-on, ou il y a aussi relation patient, qu'est-ce que tu abordes aussi? Non. Alors, voilà. Alors ça, c'est le séminaire que je propose en ce moment, qui est le séminaire Mankiro de la méthode. Tu parles de technique, je parle de méthode. C'est-à-dire que c'est une méthode d'analyse. C'est l'outil qui te permet de savoir ce que tu dois ajuster, quand l'ajuster et quand ne pas l'ajuster. Et après, la technique, c'est la technique que chacun utilise. Moi, j'utilise les pouces, les toggle, thumb toggle, j'utilise le toggle, j'utilise aussi des drops ou pas, j'utilise aussi l'impulse, hein, qui est l'équivalent moderne de l'activateur. Hein, voilà. Bon, il y a un séminaire basique et l'advanced, c'est ce que je fais, le basique. Alors évidemment que ça contient aussi le fait de la relation avec le patient, mais c'est beaucoup plus de séminaires techniquement parlant. Effectivement, avec l'apprentissage des tests réactifs, l'apprentissage des tests aussi d'Earfield, tout ça, et tout l'apprentissage des séquences que j'ai mis en place pour comprendre que quand tu as un axis, tu as aussi les premières dorsales impliquées ou le sphénoïde, etc. Toute cette structure-là que j'ai petit à petit métabolisée, construit. Et l'advance, il aura lieu, c'est-à-dire qu'il y a la base et l'advance. L'advance aura lieu à Bourg-en-Bresse, dans mon cabinet, le 18 et 19 juin. 18 juin, hein, c'est quand même pas rien, on peut le retenir. Bon, voilà. Donc, il faut avoir fait le basique pour faire le. Ensuite, j'ai en projet de proposer, parce que je m'aperçois qu'il y a une forte demande chez les confrères, chez les étudiants, autour de l'élaboration de la relation avec le patient. Et je me dis peut-être que je pourrais apporter quelque chose. Et je vais commencer à mettre en place, je suis en train de travailler à construire un séminaire sur l'élaboration de la relation avec les jeunes patients, les bébés, les enfants et les adolescents.
Oui, la relation avec les bébés. Oui, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants, avec les bébés et les adolescents. Qu'est-ce que tu as découvert En tant alors? que psychologue. Fais-nous un Pardon? petit peu saliver alors. Quels seront les axes par exemple de travail? Quelles sont tes recommandations quand tu travailles avec un bébé? Alors, il faut se méfier des généralités, donc je vais Ouais. dire un peu les principes de base qui sont un bébé qui a 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, on lui parle d'une certaine façon, et quand il arrive à 6, 8 mois, 10 mois, 18 mois, on change un petit peu la façon de s'adresser à lui. Quand un enfant a 3 ans, ou 2 ans et demi, ou 4 ans, on peut encore lui dire des choses, on peut commencer à lui dire autrement les choses. Et tout ça, ça fait partie de la relation que moi j'ai beaucoup appris parce que j'ai travaillé dans des structures avec des bébés et avec des enfants. Et par exemple, quels Entends- sont les mots que tu vas utiliser quand un enfant a 2, 3 ans ou à Alors 4 ans? déjà, tu sais, quand tu arrives à un bébé, alors nous les hommes encore, on a un petit peu de pudeur et de retenue avec ça, mais souvent on a des dames, soit des jeunes chiropracteurs, j'en vois, ou des jeunes femmes, elles ont une trentaine d'années, elles ont envie d'un enfant, etc. Voilà. Et souvent, ben, on a tendance à bêtifier, tu vois. Alors le petit, comment il va? Il a bien mangé, voilà. Bon, alors ça déjà, moi non. Je dis bonjour à un enfant, comme je dis bonjour à n'importe qui. D'ailleurs, je ne dis pas bonjour. Je souhaite le bonjour. Tu C'est nous le cas souhaites par- le bonjour, ouais. Souhaiter le bonjour. Souhaiter avec le cœur, pas souhaiter juste avec un aspect commercial, j'entends. Hein. Et avec les bébés, eh bien, leur dire bonjour quand ils arrivent, c'est le faire exister déjà. Ça, c'est une chose. Voilà. Tiens, regarde, tu vois, j'ai dit ça, rien que ça déjà, ça peut tout changer. Ah, ouais, Essayez, ceux qui n'ont pas encore essayé ou qui n'ont pas osé essayer, parce que les gens disent, mais tu parles aux enfants comme si c'était, ils comprenaient. Bah oui, mais si tu veux un jour qu'ils comprennent, il faut bien leur parler comme s'ils comprennent, sinon ils comprendront jamais. tout à fait d'accord avec ça. Et puis aussi les adolescents, parce que c'est très difficile. Quand tu as une adolescente qui est amenée par sa maman, puis devant toi, elle est là, tu vois, elle enfroignée, machin, c'est ma mère, elle a voulu, j'en ai rien à foutre d'être ici, je préférerais faire de console, etc. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on approche les choses? Et ça, c'est compliqué. Et je proposerai aussi des jeux de rôle. C'est ce que je propose en cours aussi. Je propose des jeux de rôle. Comment expliquer la chiropratique en 3 minutes à un patient? Mais comment expliquer la chiropratique en 1 minute et demie à un enfant? Qu'est-ce que je peux faire